intervenant, vous avez Boris Fouillat, qui est juste devant moi, 2 mètres devant moi. Vas-y, Boris. Je suis là, ouais, à plus de 2 mètres. Voilà, pile 2 mètres, on respecte les distances, bien sûr. On est donc dans la même salle. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est dans les différents webinaires qu'on organise sur la Chambre de commerce, dans les webinaires de reprise un peu, on a fait des webinaires spéciaux crise, on est plus sur des sujets de reprise, même si le sujet qu'on va aborder aujourd'hui était particulièrement intense et à traiter, à mettre à jour et concerner la crise sanitaire. Ça, je vais laisser Boris va vous expliquer tout ça aussi, ce qu'était le document unique, les nouvelles obligations réglementaires, un petit peu le plan de prévention, la mise à jour du document unique, et puis le lien avec la crise. On a vu dans les premières questions que vous posiez lors de votre inscription, il y avait des questions là-dessus. Est-ce que je suis bien à jour? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que par rapport à la crise et au Covid, je suis bien en ligne? Ou si je ne le suis pas, comment faire? Voilà, donc je vais laisser Boris Fouillat nous expliquer tout ça. Donc, Boris, lui, il a monté sa société d'expertise en prévention des risques professionnels il y a 7 ans. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Je crois que c'est quelques minutes pour présenter plus longtemps. Donc, ingénieur de qualité d'origine, si j'ai bien compris. C'est les eaux, aussi manager d'autres cabinets d'expertise. Et donc, depuis 7 ans, Prévert Conseil. Donc voilà, Boris, je vais te laisser la main. Donc on prévoit à peu près, sur le timing, à peu près 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Alors n'hésitez pas, je vais vous demander de garder vos micros, caméras coupées. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, de l'écrire dans le chat, dans la conversation. Là, sur Teams, c'est la petite bulle, la conversation, donc vous pouvez nous écrire, et puis soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation, on pourra répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Donc aussi, Boris Fouillat a une présentation qui va dérouler. Donc on vous la passera à la fin de la réunion, mais ça vous aurez le support. Voilà, et puis après à la fin aussi, quand je vous enverrai la présentation, on vous demandera aussi, si vous voulez bien, de remplir un questionnaire de satisfaction pour nous donner votre avis sur ce webinaire, un peu ce que vous en avez pensé, les points d'amélioration, les points positifs. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Boris, il est 11h06. Donc, bonjour Madame Rideau, si vous voulez bien couper votre caméra, s'il vous plaît. On va prendre juste. Voilà, s'il vous plaît, que tout le monde coupe bien sa caméra et son micro. Donc, on met juste Boris et la présentation. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ouais, elle n'a pas de micro. Il n'y a pas de si vous avez le son, normalement, vous devez avoir le son. Madame Rideau, est-ce que vous nous entendez? Madame Rideau aussi. Ouais. Vous pouvez couper la caméra, merci. Bon, Boris, j'ai fait l'introduction à toi, je vais te laisser la parole pour présenter, puis pour dérouler la présentation sur le document unique. C'est parti. Bon, bonjour à tous, Boris Fouillat, merci à tous pour votre présence. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un point assez général sur les obligations réglementaires et l'évolution suite à la crise sanitaire en cours, et éventuellement zoomer après sur un certain nombre de points de détail de la réglementation et de méthodologie. La difficulté de l'exercice pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas vous voir, et donc je vais m'adapter au mieux. N'hésitez pas à poser des questions, je vois la conversation en même temps que je ferai la présentation. Donc soit j'essaierai de répondre au fur et à mesure si c'est possible et si c'est lié au passage de ma présentation, soit j'attendrai un petit peu pour les échanges à la fin. Donc l'idée, c'est de présenter un certain nombre de choses et puis derrière d'échanger avec vous en fonction de vos questions. Alors il y en a un certain nombre qui avaient posé déjà des questions, certaines très généralistes, d'autres très spécifiques, donc, et par métier. Donc l'idée, ça va être de répondre au mieux, et si je ne sais pas répondre, je ferai des recherches pour vous répondre ultérieurement. Voilà. Écoutez, je lance la présentation. Madame Rideau, vous êtes sur votre caméra, s'il vous plaît. Madame Rideau, c'est vous, j'ai à l'écran, si vous voulez bien couper, c'est gentil. C'est l'onglet, le premier onglet, la petite caméra. Vous faites désactiver, s'il vous plaît. Bon, vas-y, Boris, lance la présentation. Merci. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vais enchaîner. Oui, c'est bon, ça marche. Ouais, par contre, ça y est. Donc l'idée, c'est de reparler un petit peu du cadre réglementaire en prévention, donc le cadre normal, on va dire, entre guillemets, et le cadre suite aux évolutions épidémiques du Covid. Ensuite, ça va être de vous parler un petit peu de 3 grands domaines. Ceux qui ont le son, il y a des gens qui ont le son, c'est... Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, du coup, parler ensuite de la mise à jour du document unique, ainsi que de la formalisation d'un protocole sanitaire. S'il vous plaît, la dernière personne, vous avez des micros.
s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Du coup, la formalisation du protocole sanitaire et enfin aborder une autre thématique qui est liée aussi à l'évaluation des risques qui s'appelle les plans de prévention des entreprises extérieures et par déclinaison tout ce qui est protocole de sécurité ou plan PPSPS. Le cadre normal dans un management de la prévention et dans les obligations réglementaires pour une entreprise qui a des salariés, en gros, l'idée, c'est, donc l'entreprise, ça va être le grand rectangle bleu. Première chose, c'est évaluer les risques professionnels, c'est votre document unique. Donc, je pense qu'ici, tout le monde connaît. Après, voilà, on pourra rééchanger dessus. Donc, obligatoire depuis 2001. Cette évaluation des risques professionnels, elle va avoir en annexe une petite chose qui s'appelle la pénibilité, qui est très française, qui concerne 6 facteurs de risque spécifiques avec des seuils. On va trouver tout un tas d'obligations et des grandes thématiques. On va dire, alors j'ai essayé de les regrouper. En gros, l'idée de l'affichage obligatoire et des consignes, notices de sécurité au poste, consignes de sécurité, etc. Une grande thématique sur tout ce qui va être lié aux vérifications périodiques obligatoires. Donc, à minima, quand vous avez un établissement, ça va être toutes les vérifications incendie et les vérifications électriques. Puis, selon les équipements et les machines, un certain nombre d'obligations qui vont être variables, par exemple dans le levage, qui vont être plus fréquentes que sur d'autres types d'équipements, les conformités machines, etc. Ensuite, il va y avoir tout un volet lié aux formations obligatoires ou aux formations recommandées. Donc, formation obligatoire, par exemple, à l'utilisation des extincteurs, formation au poste de travail, renforcée quand vous avez des personnels temporaires ou des contrats précaires, et des formations recommandées selon l'utilisation de certains engins, certains outils ou certains produits chimiques, par exemple. Et une grande thématique qui va être liée à la relation entre les entreprises extérieures qui peuvent éventuellement intervenir chez vous et vous-même, qu'on appelle les plans de prévention. Donc, c'est une évaluation de risque spécifique à la relation entre l'entreprise utilisatrice, vous, et l'entreprise extérieure. Et par déclinaison, des plans de prévention un peu particuliers et qui respectent globalement les mêmes règles avec des petites spécificités qu'on appelle les protocoles de sécurité, donc pour les opérations de chargement-déchargement, et les plans de prévention du type PPSPS pour les chantiers clos du bâtiment. Vous allez avoir tout un tas d'interlocuteurs, donc les inspections du travail, l'ASAT ou CRAMIF en région parisienne, des gens comme moi ou comme Julie Maillot qui est connectée aujourd'hui, qui est IPRP, donc c'est-à-dire qu'on a un statut enregistré au niveau de la directe, l'inspection du travail. Et après, vous allez avoir tout un tas de supports gratuits. Apparemment, il y a un problème de réseau. Tout un support gratuit sur l'INRS, donc c'est un site sur lequel vous allez trouver absolument toutes les informations. L'ensemble de tout ça, l'idée, c'est quoi? C'est de faire tourner la boucle. En gros, c'est une photo et on fait un plan d'action annuel, plan de prévention pour que votre système s'améliore. L'impact du Covid, il est de telle manière qu'il va jouer sur différents niveaux. Tout d'abord, c'est un nouveau risque, il est connu, il est reconnu, on ne peut plus l'ignorer, donc il va apparaître obligatoirement dans l'évolution de votre évaluation des risques. Nouveau risque égale mise à jour obligatoire de l'évaluation des risques. Donc, le document unique va devoir être mis à jour. Il va avoir un impact, bien sûr, sur votre plan d'action, puisque vous allez mettre en place un certain nombre de mesures. On reviendra dessus juste après. Des mesures de distanciation, des gestes barrières, des protections collectives, individuelles, etc. Et donc, par définition, il va avoir également un impact sur tous les les autres domaines, comme l'affichage, mettre de l'affichage spécifique, des consignes au poste de travail, des consignes d'hygiène, des consignes de distance, etc. Avoir un impact également sur les formations, puisque dans certains métiers, le port de certains équipements ou l'organisation de travail va nécessiter une sensibilisation à minima et idéalement une formation. On revoit d'ailleurs, pour ceux qui sont du métier de bouche ou d'hôtellerie, on voit que dans le protocole national, ils ont indiqué un volet sur la formation dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ça va avoir un impact sur l'ensemble de votre organisation et des actions à mener pour pouvoir permettre et la reprise de travail pour certains et la continuité pour d'autres. Donc, période très chargée réglementairement et en événements, avec dès le 30 janvier une alerte de l'OMS, puis très rapidement, ça reste rapide, même si on n'avait pas forcément tout anticipé en France, le 17 mars, c'est une mise en confinement totale de la population, qui a abouti tout de suite derrière à des lois et des décrets du Code de la santé publique, et en gros, l'état d'urgence sanitaire qui a imposé un certain nombre de règles dans le confinement, des gestes barrières, la fermeture des établissements recevant du public, à l'exception des commerces essentiels, et des règles également dans le transport.
Rapidement, l'État s'est organisé soit par secteur d'activité, soit par des ministères, avec tout d'abord le premier guide qui est sorti, qui était le guide de l'OPP-BTP, puisqu'on avait au début un flou artistique sur le fait de travailler ou non dans le BTP et le TP, entre autres avec la direction du travail qui, via l'inspection du travail, qui demandait l'arrêt de travail, et les préfectures qui répondent aux ministres, qui demandaient la reprise du travail avec des mesures de prévention. Donc là, c'était un peu complexe au départ. Le guide de l'OPP-BTP a permis de reprendre le travail avec des règles reconnues et validées au niveau de l'État. Ça reste pas des lois et des décrets, mais ça reste des règles à suivre. Puis le ministère du Travail s'est organisé, et si vous allez sur le site, vous allez trouver un nombre très important maintenant de notes et de fiches conseils, métier par métier. Donc tous les métiers, bien sûr, ne le sont pas. Mais c'est déjà, alors ça vaut pas force de loi, mais c'est déjà des guides que vous pouvez suivre globalement ou à la lettre selon les cas. Puis après, arrivé à 8 mai, le déconfinement avec le protocole national de déconfinement qui permettait de définir les règles à partir du 11 ou du 12 selon les métiers pour déconfiner dans les entreprises et permettre la reprise du travail, au moins dégradée dans un premier temps pour certains, mais la reprise du travail. Et rapidement, on a eu des guides métier par métier ou franchise par franchise. Par exemple, j'avais vu dans la coiffure une grosse entreprise française qui avait édité un guide avant même le plan de déconfinement. Vous allez en trouver dans les franchises immobilières, etc. Et de plus en plus des guides sectoriels comme pour tout ce qui est restauration, hôtellerie, il y a quelques temps, l'industrie, etc. Et tout ça, ça va nous amener jusqu'à une date, a priori, des courants juillet à voir, de la fin de l'état d'urgence sanitaire qui permettra de retravailler dans des conditions quasi normales. Malgré tout, on a des zones de doute puisque l'OMS, encore ce matin, a édité une alerte en disant que la crise était toujours là, que l'Amérique du Sud avait de plus en plus de cas, l'Asie du Sud aussi, et que l'Europe avait beaucoup trop relâché les règles. Donc, à suivre. On verra ce que ça donnera après l'été. Donc, les grandes lignes au niveau de la prévention, donc, il faut savoir que le fait qu'il y ait un nouveau risque ne change pas vos obligations, et en particulier tous les autres risques, hein, ça c'est important de le redire. Quand vous travaillez en hauteur, il y a des règles. Quand vous travaillez sur des produits chimiques, il y a des règles. Quand vous travaillez avec l'électricité, il y a des règles. Celles-ci n'ont pas changé. Donc, n'oubliez pas, quand vous mettez en place des mesures, qu'elles ne dégradent pas les autres situations. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est la règle de base, c'est de ça que déclinent toutes les obligations, documents uniques, etc., les grands principes de prévention. 3 grands axes, des actions de prévention, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc ça, c'est la règle, et du coup, ça va se décliner également pour le Covid. Dans le cadre du Covid-19, petite nuance importante, puisque ça a un grand impact dans les mesures qu'on met en place. L'obligation de moyens et non l'obligation de résultat, contrairement aux autres risques, là on est en obligation de moyens. Le principe, c'est de dire que quoi que vous fassiez, le risque d'attraper le Covid existe. On peut l'attraper à la boulangerie, au commerce, dans la rue, dans les transports, etc. Donc vous, en tant qu'employeur, l'idée, c'est de mettre en place tout ce que vous pouvez pour qu'on ne puisse pas s'assurer qu'on l'a attrapé chez vous. Voilà, c'est vraiment l'idée. Si quelqu'un l'a, si vous avez mis tout en place, on partira du principe que ce n'est pas chez vous et donc vous n'avez pas de responsabilité. J'ai une personne qui a le son là. Merci. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je peux couper le micro de la dame. Non, c'est le nôtre. Ça Je ne sais pas si c'est peut-être le nôtre. Ouais. Bon, du coup, trois grands domaines sur lesquels je souhaitais revenir avant de commencer à dérouler. Les responsabilités pour l'employeur et aussi les droits pour le salarié. 3 grands domaines, l'engagement de la faute civile ou la faute inexcusable. C'est le fait de laisser les salariés se mettre en danger alors qu'on ne peut l'ignorer. Donc on voit très vite que dans le cas du Covid, on peut se retrouver dans cette situation puisque nul ne peut aujourd'hui clairement ignorer le risque. Dès l'instant où vous ne faites rien, par définition, vous laissez les salariés se mettre en danger. L'engagement de la faute pénale, là, on passe un cap, c'est en gros le fait de mettre volontairement en danger les salariés. Donc en gros, c'est leur faire prendre des risques volontaires. Alors là, j'avais juste rappelé pour info que c'était 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, et ça peut être triplé si plus de 3 mois d'arrêt ou de fonction de la gravité. Pas nécessaire que le salarié subisse un dommage. Exposer à un risque peut suffire à caractériser le délit, donc attention. Le droit de retrait également, c'est la possibilité pour un ou des salariés de se retirer du travail. Ils estiment de manière légitime, il y a un cadre, que le danger est grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ou s'ils ils se retrouvent dans une situation d'une défectuosité dans un système de protection, donc protection sur une machine en particulier.
Du coup, suite à ces 3 grands axes et à l'obligation de mettre en place des choses, le ministère du Travail, lui, il a défini les grandes règles qui étaient, un, de procéder à l'évaluation des risques encourus sur le lieu de travail et par définition de mettre en place les mesures de prévention pertinentes et adaptées au niveau de risque que vous aurez évalué. 2, associer si autant que possible, donc ça va dépendre de la taille des sociétés et de l'organisation, mais les représentants du personnel et en particulier les CSE, et si possible la médecine du travail. 3, faire respecter des gestes barrières. Donc là, vous les connaissez maintenant, mais c'est vraiment autour de ça que ça va tourner dans l'organisation des plans d'action. La conséquence de tout ça, c'est que si vous respectez ces points, l'employeur qui met à disposition des moyens de protection, qui informe régulièrement, voire les forme si c'est justifié, en rappelant les gestes barrières, la distanciation, etc., ne devrait pas encourir, donc sous réserve d'une application par les juges, de sanctions au niveau juridique. À l'inverse, le fait de ne pas respecter ces points peut permettre de suspecter un engagement de votre responsabilité en tant qu'employeur, de responsabilité civile ou pénale. L'idée, c'est nouveaux risques. On doit éviter les risques et quand on ne peut pas les éviter, donc si vous pouvez, tant mieux, mais comme par exemple de mettre toute la population en télétravail, ça peut permettre de justifier un évitement du risque complet. Le fait de reprendre sur un site, de pouvoir croiser des gens, de toucher des objets, fait que le risque n'est pas complètement évitable et donc par définition, vous devez l'évaluer. La première thématique donc à faire, c'est de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour ça, il va falloir intégrer dans cette évaluation plusieurs grandes thématiques. Le risque d'être en contact avec une personne malade, qu'elle soit symptomatique ou non. On sait par retour d'expérience maintenant qu'une partie importante des personnes malades ne sont pas symptomatiques et donc sont porteurs. Donc le fait de croiser d'autres personnes sur le site, ça va être des salariés, ça peut être des gérants dans une petite structure, ça peut être le public, ça peut être des livreurs, des transporteurs, des prestataires, tout type de visiteurs, voilà. Donc, c'est d'évaluer ce risque d'être en contact, qui va être variable éventuellement en fonction des zones de l'entreprise et des métiers de l'entreprise. Donc, on travaille dans le document unique par unité de travail. Vous pouvez avoir un risque, par exemple, si vous avez un accueil qui va être bien évidemment différent, et donc des mesures de prévention qui vont être différentes par la suite, avec des personnels qui seraient, par exemple, dans des bureaux séparés et sans contact avec le public. 2, ça va être le risque d'être en contact avec des objets contaminés. Donc là, j'ai essayé de lister un peu pour vous donner des pistes si vous n'avez pas trop avancé encore. Ça va être tous les objets communs. Donc ça peut être les fournitures des personnes, les outils, les postes de travail en eux-mêmes, les produits qui peuvent être vendus, l'utilisation de machines, la conduite d'engins, le transport là avec un cadre réglementaire en revanche avec un minima un nettoyage par jour et pour les rampes à main 2 fois par jour. Donc tout ce qui va être les poignées de porte, les interrupteurs, les commandes de clim et après les objets commandes du type machine à café, fontaine à eau, photocopieuse, les caisses enregistreuses selon les métiers, etc. Tout ce qui va être des objets entrants également qui peuvent être potentiellement contaminés, donc des livraisons de marchandises, de produits que vous utilisez ou que vous revendez, des colis, le courrier, etc. Tous les locaux communs ou les espaces restreints, donc là une gestion spécifique avec les zones qui peuvent amener une affluence et des flux de personnes importants, donc les salles de pause, de réunion, la restauration, les sanitaires, les vestiaires, tout ce qui va être les déplacements dans les couloirs ou dans les allées. L'utilisation d'ascenseurs. On a des problèmes de son. Apparemment, il y a des problèmes de son. Est-ce que ça revient? Est-ce qu'on reprend un petit peu? Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux? Bon, ok. Donc, je ne sais pas où ça a coupé. Donc, l'idée, c'est vraiment les objets communs, quels sont les risques de contact avec des objets contaminés, les objets entrants divers ou sortants éventuellement, si vous vendez de la marchandise ou des produits. Les locaux communs ou les espaces restreints, donc salles de pause, de restauration, tout ce qui va être lié au flux dans les couloirs, dans les allées, dans les ascenseurs, dans les vestiaires, les salles de réunion, etc. Et enfin, troisième thématique, à ne pas oublier malgré tout et qui doit être intégrée dans une évaluation du risque, en tout cas je le conseille. Cette période est génératrice de stress, divers stress. Il y a des gens qui ont peur de la maladie, il y a des gens qui ont peur de la situation économique et de leur entreprise ou en général, de la perte d'emploi ou de marché, etc. Et il y a également toutes les difficultés qui vont être générées par le télétravail de nombre important de personnes. Donc bien sûr, pas adapté à tous les métiers, mais on se doute bien que travailler avec 2, 3, 4 enfants à proximité, dans une pièce non adaptée, avec des connexions Internet inadaptées,
peut générer des stress et des difficultés. Et attention à ce domaine-là qui est très regardé, entre autres, par la médecine du travail et l'inspection. Boris, il y a deux questions, peut-être qu'on peut. Oui, alors comme je ne les vois pas. Je vais finir. Pascal Fouchon, la climatisation peut-elle être mise dans les locaux? Alors, la climatisation, le conseil de base, c'est normalement on coupe la climatisation si on peut. Néanmoins, elle est autorisée sous réserve qu'on ait un nettoyage plus fréquent et adapté. Voilà, en gros, c'est ce que dit le protocole de déconfinement national. Il y a d'ailleurs un petit point dessus, je ne sais plus dans la. Si vous regardez le protocole national de déconfinement, nettoyage et désinfection, page 19, je crois qu'ils en parlent de mémoire. Donc voilà, en gros. L'idée première étant d'ouvrir au maximum, d'aérer au maximum, au moins plus de 3 fois par jour, si c'est possible, bien sûr. Il y avait une autre question. Une autre question, Isabelle Boileau. Doit-on obligatoirement mettre en annexe la méthode d'évaluation des risques? Si oui, quels sont les outils pour le Covid à part le bon sens? Alors, ça, je vais revenir un tout petit peu, j'essaie de mieux répondre après, parce que je vais rentrer un petit peu je vais donner un exemple juste après, je crois d'ailleurs. Voilà, alors ça, c'est petit, c'est volontaire, puisque ça correspond à un de mes clients. La méthode, elle n'est pas figée dans le code du travail. Chacun utilise la méthode qu'il veut. D'ailleurs, c'est déjà le principe même pour la méthode d'évaluation des risques dans le document unique. En gros, les grandes lignes sont définies par l'INRS. Après, chacun l'adapte avec sa manière. On peut faire une méthodologie plus ou moins différente. Ça, c'est un exemple que j'ai fait chez un client. L'idée, c'est pas de voir qui c'est ni rien. L'idée, c'est de vous dire, moi, la méthode que j'ai utilisée, c'était de faire une annexe spécifique. Il y en a qui l'intègrent. Hein. J'ai un gros client qui a souhaité, lui, l'intégrer directement dans chaque unité avec un risque, dans les risques biologiques. La méthode la plus simple, à mon sens, c'est de faire une annexe spécifique avec rappel du contexte, rappel des grandes règles mises en place dans l'entreprise, par exemple l'arrêt de travail jusqu'au déconfinement, ou alors à l'inverse, le fait d'être en télétravail, le fait d'avoir mis un certain nombre de choses et d'utiliser un certain nombre de supports. Ensuite, quelques photos illustrant les mesures, ça c'est juste plutôt pour prouver la réalité des choses, c'est de mettre des photos illustrant qu'il y a des mesures mises en place, c'est pas simplement du texte dans un document unique, ça reste un document unique, ça reste un support. Et ensuite, l'évaluation en elle-même, alors qui va être plus ou moins détaillée selon les métiers, selon les besoins. Dans l'unité, dire le risque de contact avec les personnes, le risque avec les objets, éventuellement les risques en rendez-vous extérieur. Voilà. Et en gros, mettre en place les grandes lignes de ce qui a été mis dans des mesures mises en place. Pour rappel, et ça s'applique pleinement dans le cas du Covid comme dans tous les autres cas, le Code du travail oblige en fait à une démarche qui va d'abord aller dans les mesures organisationnelles, de la formation, de l'organisation des équipes, et entre autres, le plan de déconfinement demande au mieux de limiter le nombre de personnes sur les sites, et donc pour cela de faire des roulements dans les horaires, dans les pauses, etc. L'organisation en général, les sensibilisations, les affichages et tout. Ensuite, on va aller vers de la protection collective. Et c'est vraiment l'objectif du plan de déconfinement. L'idée, c'est que tout le monde a envie de mettre un masque, une visière, et aujourd'hui, on voit un peu tout et n'importe quoi dans les entreprises et dans les écoles, pour avoir vécu hier. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire de la sursécurité comme on faisait de la surqualité. Il y a des règles. Les règles, c'est la distanciation, c'est les gestes barrières. Et donc, dès l'instant, là, par exemple, aujourd'hui, je suis avec Frédéric dans la salle, on est à plus d'1 mètre, donc on est en plus pas en face à face, donc réglementairement parlant, on s'est lavé les mains avant. On n'a pas besoin d'avoir un masque, sinon je vous parlerai avec un masque. Il n'a pas besoin d'avoir sa visière qu'il avait. Ça peut être un plus s'il le souhaite, mais en tout cas, c'est en aucun cas une obligation. Donc, protection collective, c'est-à-dire permettre aux gens d'être en distance permanente. Donc, il y a des règles de calcul, entre autres la jauge pour les calculs des espaces de travail, distance dans les circulations, etc. Et dès l'instant où on n'est pas en capacité de respecter ces règles, à un moment donné ou en continu, alors on va passer à de la protection individuelle. Et seulement alors on va passer à de la protection individuelle. La protection individuelle, il ne faut pas faire de la surprotection, c'est comme on faisait de la surqualité avant, des fois. Ça coûte cher et c'est pas rentable. Je l'ai vécu encore dans une boutique la semaine dernière où j'avais 3 gentilles dames où il faisait 35 degrés puisqu'ils avaient coupé les clims, qui avaient les visières, les masques, alors qu'elles étaient 3 sur 150 mètres carrés d'espace et qu'il n'y avait pas de clients à ce moment-là. Donc l'idée, c'est à un moment donné, s'il y a un risque, alors on s'équipe. Ça, c'est important. Donc la méthode, pour répondre, on l'annexe. Moi, c'est la méthode que j'utilise, ça me semble la plus simple et la plus efficace. L'annexer avec quels sont les principaux risques, l'évaluation. Alors, on peut aller dans des détails beaucoup plus importants.
Mais à mon sens, ça va être le rôle du protocole sanitaire, qui n'est pas obligatoire en soi, mais qui n'est pas forcément formalisé, mais qui, à mon sens, est vraiment l'outil central. L'évaluation des risques dit qu'il y a un risque plus ou moins important. Ça reste subjectif, puisque c'est vous qui faites l'évaluation. Derrière, ça va vous renvoyer, et c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire, vers un protocole qui, lui, qui va être mis à jour à chaque fois que nécessaire. Et du coup, à un moment donné, dans les mesures organisationnelles, je renvoie vers un protocole interne. Du coup, le protocole en lui-même, c'est dans celui-ci que vous allez définir. Vous avez dit qu'il y avait un risque, par exemple, de circulation, il y avait un risque lié aux salles de réunion, il y avait un risque lié à la caisse si vous vendez ou à l'accueil du public. Et bien, dans ce protocole, vous allez être amené à définir cas par cas les moyens que vous avez mis en place et les niveaux de risque en fonction des situations. Donc, l'accueil du public, la circulation dans les locaux, l'accès à des locaux communs comme les vestiaires, la salle de réunion, etc. Et ça, à mon sens, vous lui donnez un nom avec une date de version et vous définissez toutes les règles pour toutes ces situations. Et suite à ça, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en France, en fonction aussi de l'évolution du cadre réglementaire qui peut évoluer soit vers un relâchement, soit si malheureusement on revenait à une situation plus difficile, à un redurcissement, vous mettez à jour ce protocole. Par définition, vous avez fait votre mise à jour du document unique qui renvoie vers un protocole qui, lui, vit au fur et à mesure du besoin. Et ce protocole, il va se baser systématiquement sur la même chose, le respect des gestes barrières, la distanciation. Vous avez en cadre le plan de déconfinement national qui s'applique à tout le monde, qui date de début mai de mémoire, je ne sais plus trop, du 3 mai. Donc ce protocole reste la base, le cadre de base. Après, chaque métier a défini des règles spécifiques et surtout, vous allez avoir un certain nombre de supports qui vont être en ligne. Quelques exemples, sur le site gouvernemental Travail-Emploi, vous allez avoir tout un tas de fiches conseils. Alors là, j'ai pris l'exemple parce que j'avais vu qu'il y avait des inscrits qui étaient en hôtellerie, mais alors ça, c'est pas un cadre réglementaire au sens strict, c'est-à-dire que c'est des conseils. Vous êtes en droit de les respecter à la lettre ou non, libre à vous. Après, il faudra juste que votre décision soit dans le respect des gestes barrières et de la distanciation. Par définition, comme c'est des fiches conseils, elles sont relativement lourdes et à appliquer, à mon sens, certains points sont très stricts. Il faut aussi se rappeler qu'elles ont été éditées à certaines dates et donc depuis, peut-être qu'il y a une forme de relâchement et elles n'ont pas été mises à jour. Donc l'exemple là, c'était une femme de chambre en hôtellerie, donc une femme, alors c'est misogyne, donc personnel de chambre, donc quelle protection à prendre, la chambre avec un certain nombre de règles de nettoyage et puis après la réalisation et la vérification du nettoyage. Ça, c'est un exemple type, il y en a dans plein de métiers. Vous les avez directement, c'est en ligne, c'est gratuit et ça peut vous aider fortement à mettre en place vos principes. Oui, pardon. Une question, pardon. Christian Giraud, si on précise notre protocole sanitaire dans un plan de continuation d'activité, c'est possible aussi? C'est tout à fait possible. Il faut savoir que le plan de continuité d'activité, à quelques exceptions de métiers, des banques, etc., aujourd'hui n'a pas d'obligation légale. C'est un vrai plus. En revanche, la mise à jour du document unique et le protocole, à mon sens, sont les deux obligations nécessaires et à minima. Le plan de continuité est un plus, mais c'est plus un outil organisationnel pour permettre de bien reprendre. Bien évidemment, votre plan de continuité va faire un rappel et un renvoi vers votre protocole. Et il peut être intégré, aucun problème, du moment qu'on le retrouve et qui fait force de règle chez vous. Voilà, à mon sens. Un autre exemple, alors ça c'est un exemple que j'ai fait chez un client avec lui, alors je n'ai pas tout caché mais il est au courant. L'idée c'était de dire quels sont les moyens, les grands moyens mis en place. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire 40 pages non plus, dans son cas ça correspondait ça allait, à mon sens c'était suffisant. Il y avait la mise à jour du document unique et aussi de la communication. Parce que tout ça, en fait, n'a pour intérêt que de communiquer, de sensibiliser et de former les salariés pour le respect de ce protocole. Et bien évidemment que chacun soit force de proposition, donc les intégrer dans la démarche et si possible leur permettre via le référent Covid, puisque vous êtes censé nommer un référent, de faire remonter des informations sur des défaillances dans le protocole, des idées, des améliorations, etc. Donc toutes les règles générales, alors là c'était dans des locaux de formation. Il y a d'autres documents qui étaient liés en protocole pour les stagiaires, donc ça je ne vous l'ai pas mis. La prise de repas, l'entrée dans la cuisine, les sanitaires, la circulation dans des bureaux, dans des locaux communs, puisque là c'était à l'hôpital, des feuilles d'émargement, voilà, des règles pour les formateurs, etc. Après, vous allez trouver l'obligation d'avoir un référent et puis la gestion des personnels. Donc, l'idée, c'est de mettre idéalement d'identifier une pièce de confinement. Donc, si une personne présente des symptômes dans la journée, de pouvoir l'isoler avec un masque
et d'appeler en fonction du niveau des symptômes, soit le médecin du travail qui est en droit pour exceptionnellement mettre des arrêts de travail pour ça, le médecin traitant ou bien sûr, si c'est plus grave, les services d'urgence. Boris, une question. Oui. Le référent Covid est obligatoire par la loi? Alors, le référent, aujourd'hui, on nous demande de nommer obligatoirement un référent dans les sociétés. En revanche, le cadre de la mission et des obligations et de la compétence du référent aujourd'hui ne sont pas très clairs. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, la branche j'ai vu hier soir sur l'OPBTP, ils font des petites formations à destination des référents pour définir un cadre réel en gros, avoir la capacité à identifier les protocoles et éventuellement les corriger ou identifier les dérives. Donc aujourd'hui, vous devez nommer un référent. En revanche, je n'ai pas trouvé de cadre très strict sur comment le former ni ce qu'il doit faire exactement. Donc je ne sais pas si peut-être que Julie, si tu veux mettre un commentaire, si tu as des infos en plus depuis, n'hésite pas. Donc ça, c'était l'exemple chez un de nos clients. Après, vous allez avoir des guides qui vont vous aider. Alors, soit vous prenez tel quel, mais attention, parce que alors, ça veut dire que vous les respectez. Ça me semble très compliqué et peu adapté, puisqu'il va y avoir des règles qui sont pour vous et d'autres pour d'autres. Vous allez avoir en fait des documents du type protocole sanitaire donc national. C'était pour les. Là, c'est un exemple parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y en a eu beaucoup dans le commerce aussi. Ça, c'était sur les métiers de l'hôtellerie, restauration, des bars, je crois. Donc là, en gros, l'idée, c'était de sauver les commerces et de les ouvrir. Donc, ils ont vraiment beaucoup travaillé pour mettre en place un certain nombre de règles. Alors, dans la réalité, pour être allé au restaurant dimanche et aussi il y a quelques jours, on est assez loin sur un certain nombre de points de la réalité. Donc, libre à vous de les appliquer plus ou moins, du moment que vous comprenez que vous avez la responsabilité et de la protection de la santé de vos salariés, bien évidemment, et c'est votre priorité, mais également de votre public, puisque vous êtes des établissements recevant du public. Donc voilà, ils l'ont décliné un peu comme une démarche qu'on trouverait un peu dans de l'ISO ou autre, avec l'engagement de la direction, les communications, et ensuite on va retrouver les grandes thématiques liées à la distanciation, aux règles d'hygiène, les règles de nettoyage et désinfection, tout ce qui va être lié aux gestes barrières, les paiements, etc. Donc là, et le dernier point, le 10, qui est l'évaluation de risque, en gros, la mise à jour du document unique et des plans de prévention. Dernière grande thématique, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Il y a Julie qui a complété. Ou si Julie, tu veux reprendre la parole en seconde pour compléter. Julie est une confrère, parce que je crois que quand on a un homme, on ne dit pas consoeur, mais voilà, donc Julie, avec qui je travaille régulièrement. Juste prendre la parole pour ce que tu as écrit. Non, bon, attends. Oui, bonjour, m'entendez? Oui, bonjour. Oui, juste une précision, parce qu'effectivement, le rôle n'était pas défini clairement. Donc, j'ai interrogé la directe Centre Val de Loire, qui font d'ailleurs remonter la question au niveau de l'unité départementale, régionale, pardon. Donc, juste quelques précisions sur le rôle du référent Covid. Donc, il est chargé de l'adaptation des recommandations et obligations sanitaires à la réalité de l'entreprise, en fonction de la taille du site, du secteur d'activité, des contraintes existantes. Et les actions à mener sont bien sûr différentes. En fait, le rôle du référent Covid va au-delà des simples mesures d'hygiène. Il fait vivre au quotidien la réorganisation du travail, obtenir l'adhésion sur les bonnes pratiques et mener les actions de prévention. C'est pour ça que j'ai juste précisé, ça peut être également la casquette du référent santé et sécurité au travail qui, lui, a un rôle bien défini dans l'entreprise. Voilà. Merci Julie. Et je savais que tu allais demander à la directe, donc, voilà. Donc je voulais savoir si tu avais un retour comme ça. Et c'est une recommandation. Voilà. Pas une obligation réglementaire en tant que telle. Oui. Pas de sanction à ce titre-là. Ils n'ont pas défini de sanction. En revanche, du coup, l'idée, c'est vraiment de nommer systématiquement référence, au moins pour pouvoir l'avoir. Donc, bien évidemment, dans une toute petite structure, dans une société qui a 2-3 salariés, ça va quasiment toujours être la même personne, qui va être la gérante, le gérant ou le directeur. Dès l'instant où la structure est un peu plus importante, on va avoir éventuellement un relais avec des gens compétents du type responsable qualité, sécurité, ou les managers, etc. Donc, à vous de définir un ou plusieurs références selon la taille de l'entreprise et l'organisation de votre entreprise. Mais on doit être capable d'en avoir un et d'avoir un interlocuteur, ne serait-ce que pour le CSE ou les organisations du personnel. Alors, Julie, je crois que tu as encore le son.
Du coup, la dernière thématique, le plan de prévention. Donc, le plan de prévention, c'est quoi? Donc, j'entends par plan de prévention ce qu'on appelle le plan de prévention des entreprises extérieures. Par définition, en fait, vous avez évalué les risques professionnels de vos métiers et donc du Covid dans le cas présent, de vos salariés donc dans les unités de travail, vos prestataires éventuellement ou sous-traitants qui interviennent sur votre site, ménage, accueil, sécurité, etc., ou alors les travaux, maintenance. Vont également avoir leur propre évaluation des risques liés à leur métier. À un moment donné, ils entrent chez vous et donc vont générer des risques croisés, ce qu'on appelle l'obligation d'évaluer les risques croisés, c'est ce fameux plan de prévention. Donc le plan de prévention, il était déjà le cas parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas à jour là-dessus et je vous conseille de ne pas hésiter à le faire. 10% des condamnations aujourd'hui sont le fruit en fait de la relation, et 10% des accidents graves sont le fruit de la relation entre une entreprise extérieure et une entreprise utilisatrice. Donc dans un cas particulier, il y a obligation de formaliser par écrit le plan de prévention. C'est dans le cas de 21 types de travaux dits dangereux, donc entre électricité, etc. Et ou quand on est à plus de 400 heures sur moins d'un an. Donc, si vous prenez X personnes qui viennent 7-8 heures par jour, par exemple, vous cumulez les heures et, alors prévisible ou non. Voilà. Donc, l'idée, c'est que maintenant, il y a un nouveau risque connu. Et donc, par définition, comme le plan de prévention est une évaluation de risque spécifique à cette relation entre entreprise utilisatrice et entreprise extérieure, bah, par définition, vous devez également mettre à jour ce ou ces plans de prévention si vous en avez plusieurs. Donc, pensez à les mettre à jour puisque c'est une cause également de possibles problèmes à venir. Par définition, alors ça c'est juste pour info, les protocoles de sécurité et les plans particuliers de sécurité, alors je ne mets pas le nom complet, les PPSPS pour les travaux clos, ça c'est également des plans de prévention, mais qui sont spécifiques à des opérations comme le chargement et le déchargement ou les chantiers clos, et donc eux-mêmes doivent être mis à jour. Donc s'il y a un coordinateur, il doit mettre à jour les choses, et si c'est un salarié chez vous, bah, pensez à intégrer au moins un point sur la gestion du Covid et les mesures de prévention. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Alors après, pour entrer dans les détails sur les questions, sur les exemples, etc. Donc maintenant, bah, c'est un peu la partie qui vient pour ceux qui sont encore disponibles. L'idée, c'était de vous faire une présentation assez généraliste, mais dans les grandes lignes. Et puis après, d'échanger en fonction. Alors moi, je vois pas les questions, donc je vois pas les gens ni les questions. Donc c'est Frédéric qui fait le relais aux fonctions. Et j'essaye, si je sais. On va pouvoir les mettre. Ah, on va pouvoir reprendre. On va pouvoir les reprendre. Il y en avait eu tout à l'heure, je n'ai pas répondu, quand tu montrais l'exemple. Oui. Est-ce que ça serait possible de recevoir la trame vierge avec 2 exemples de remplissage? Oui, bah, il suffit de prendre des prestataires comme moi et puis vous n'hésiterez pas. Mais voilà, sinon, il n'y a rien de spécifique, mais la trame, c'est un peu notre métier. Donc, clairement, c'est pas possible. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de besoin pour faire une trame comme ça, il n'y a pas besoin d'expertise. Alors, comme vous aurez la présentation, bah, vous zoomez très, très fort et puis vous pouvez retrouver les grandes lignes. Après, les autres cabinets ne travaillent pas forcément de la même manière, bien évidemment. On a tous notre matrice, notre support et notre méthodologie, tout en respectant les obligations liées au Code du travail et aux directives de l'INRS, entre autres. Voilà. Alors voilà, je repasse à l'écran du coup. Alors j'ai toujours quelqu'un en spécifique. Du coup, ce qu'on peut vous proposer, alors je ne sais pas si il y a une question qui arrive. Pour les prochaines, si vous voulez aussi prendre la parole, vous avez dans la barre d'outils lever la main et on pourra vous donner la parole si vous voulez poser la question à l'oral. Alors Madame Boileau, vous pouvez juste préciser si vous parlez du cas du Covid ou en général? Parce que le document unique étant obligatoire depuis 2001, c'était pour savoir. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez, on a le règlement. Soit par écrit, soit à l'oral, n'hésitez pas. En général, en gros, en général, hormis. Alors, vous devez évaluer tout type de risque, c'est à vous, c'est votre rôle. Donc, en gros, le Code du travail ne va pas définir énormément de choses. C'est vraiment à vous de lister tout, parce que si vous oubliez des choses importantes, soit volontairement, soit involontairement, ça aura une conséquence. L'idée, par contre, le Code du travail va préciser quand même un certain nombre de choses, et entre autres, le fait d'obligation d'évaluer les risques liés à certains produits chimiques, et en particulier tout ce qui va être les cancérogènes, mutagènes, neuroprotoxiques, CMR, dont l'amiante, le plomb, etc. Mais également l'obligation d'avoir les risques psychosociaux. Donc ça, c'est une obligation qui décline en fait de l'article de loi, puisque vous devez évaluer tout ce qui est lié au stress et aux risques liés au travail.
Donc, à part les risques psychosociaux, les risques chimiques, etc., le reste, c'est à vous de définir. Donc, c'est à vous de voir s'il y a des risques de chute de hauteur, s'il y a des risques électriques, s'il y a des risques incendie, s'il y a... voilà, c'est vraiment vous. Après, la méthodologie en elle-même n'est pas définie dans le code. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas si on doit faire... Ah, j'ai du son de quelqu'un. Donc, il y a Oui. quelqu'un qui a... oui. Oui, c'est Isabelle Boileau, c'était pour préciser ma question. Ah, d'accord, oui. En fait, c'était pas forcément au niveau des risques, parce qu'en effet, du coup, chaque entreprise a ses propres risques. C'était plutôt sur les différentes colonnes, donc les unités de travail, les risques, est-ce que c'est un risque plus ou moins important de ça? Parce qu'en fait, sur tous les modèles qui sont fournis là en ce moment avec les syndicats professionnels, on voit des choses assez bizarres sur le contenu. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Alors, je ne les ai pas vus, donc je ne sais pas vous dire si c'est bizarre ou si c'est légitime. Vraiment, c'est vraiment un outil que vous êtes libre de mettre en place et de déployer selon oui, comme dit Julie, la méthode INRS qui est pas une force de loi, puisque c'est pas le code du travail, mais en gros qui va vous donner tout le cadre à respecter. Après, chacun utilise la méthode qu'il veut, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une probabilité par une gravité avec 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Il y en a qui vont faire 1, 10, 100 000, je ne sais pas. Après, voilà, le code ne va pas vous obliger sur la méthodologie. Le cadre, c'est ça, c'est le code de travail dit en gros, vous devez évaluer, je vais schématiser, mais en gros, il vous dit, vous devez évaluer ces risques que vous n'avez pas pu supprimer. Libre à vous sur la méthodologie. Et après, l'INRS va vous donner, puisque nous, c'est la référence, hein, clairement, et vous devez utiliser, si vous avez le temps et les moyens, la même. L'INRS vous donne tout le cadre méthodologique. Voilà. Donc, merci. Désolé, j'espère que c'était assez clair, mais voilà, c'est difficile de répondre plus en l'état. Du coup, sur le Covid, vous restez, alors je ne sais pas si c'est vous la responsable juridique de l'entreprise, vous restez seul responsable. Donc, en gros, tous les guides, etc., qui sortent ne sont que des supports que vous pouvez utiliser. À vous d'évaluer votre risque selon la méthodologie que vous définirez et selon les contraintes que vous avez. Voilà. L'idée, c'est de rester objectif et de ne pas volontairement sous-estimer un certain nombre de choses. C'est vraiment ça l'idée. Tant que vous êtes de bonne foi et objectif, on part du principe que vous avez bien fait votre boulot. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. D'autres questions, d'autres cas particuliers? C'est le moment, là, allez-y, on a encore le temps. Donc, ou des retours d'expérience, ou des choses qui marchent pas, ou ce que vous avez fait ou pas. En attendant, voilà, moi ce que je veux vraiment, le conseil c'est vraiment ça, c'est mettez à jour votre document unique, formalisez un protocole sanitaire, et puis derrière, mettez à jour vos plans de prévention si vous en avez. Le plus important derrière, c'est qu'on puisse, et n'hésitez pas à faire des preuves sur ça, c'est qu'on puisse s'assurer que vous avez bien communiqué aux salariés les choses. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui disent « Ouais, c'est bon, on en a parlé, mais il n'y a aucune trace. » Un jour, si problème il y a, c'est un peu comme toujours, hein, ça sera bien d'avoir des preuves. Donc, n'hésitez pas à faire signer, alors avec leur propre stylo, vous le désinfectez, à communiquer soit par mail selon les métiers, soit faire une réunion dans la cour où on peut dire bah, ça a été fait, etc. Régulière, rappeler les choses. Attention, on est dans une période où tout le monde se relâche fortement. Donc, bien sûr, il y aura des gens très hypocondriaques qui même ne veulent pas aller au travail. Mais en revanche, attention, je vois sur certaines boîtes des grosses dérives et en parallèle, je vois les premiers contrôles sur le sujet. Moi, j'ai des commerces sur Tours qui ont été contrôlés la semaine dernière sur la partie Covid. Donc, et surtout, n'oubliez pas les autres risques pour voir un certain nombre de choses un peu inquiétantes, comme des clients qui me disent bah, moi, maintenant, quand je fais de la nacelle, j'en vois qu'une personne, parce que comme ça, au moins, il ne peut pas être contaminé. Oui, mais le travail à la nacelle, c'est du travail en hauteur, donc il y a des règles aussi. Donc, les autres règles n'ont pas disparu. Et la protection individuelle étant une contrainte qui génère éventuellement des risques, n'est que le dernier recours. Vraiment, si vous comprenez ces grands principes, vous avez fait le tour de la démarche. Après, c'est de la formalisation et de la communication réellement régulière et à vos salariés et à votre public, pour ceux qui en ont. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Olga Barbier, allez-y. Vous voulez prendre la parole? Activer le son sur le... Alors, je vais vous répondre après à monsieur ou madame Potozo. J'attends. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bon, moi, je vais ouvrir un restaurant là au mois de juillet, donc je démarre dans tout ça. J'avais commencé à faire l'évaluation des risques parce que potentiellement, je vais avoir des salariés. Et du coup,
dans la colonne des moyens de prévention, j'ai déjà listé ce que je mettais en place. Et je me demande si ça ne va pas être nécessaire avec le protocole sanitaire. En fait, Alors, il peut y avoir des doublons. En gros, mettez toutes les mesures vraiment importantes que vous avez mis dedans au niveau organisationnel, collectif, protection collective et protection individuelle, et renvoyez ensuite vers votre protocole. Et c'est ce protocole que vous allez faire vivre. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez faire 50 mises à jour du document unique. d'accord. Donc, du coup, les moyens, en fait, je ne les mets pas dans l'évaluation des risques. Vous mettez les grandes lignes, juste les grandes lignes. Après, votre protocole fait vraiment détaillé. Par exemple, quand je suis à la caisse et que je paye, est-ce que, je ne sais pas, le terminal bancaire, je mets quelque chose dessus ou est-ce que je le désinfecte à chaque fois? Est-ce que j'ai mis une paroi au niveau de l'accueil? Est-ce que vous mettez les grandes lignes sur les distanciations, voilà, vous mettez par exemple, comme moi je fais, mesures organisationnelles, donc la sensibilisation du personnel si vous en avez, la mise en place d'une organisation de flux, de gestion des flux des personnes sur le site, etc., des procédures de nettoyage. Et après, par exemple, la procédure de nettoyage, bah, si on veut l'avoir, on va dans cette procédure de nettoyage qui va être soit dans votre protocole, soit pas, dans laquelle vous définissez que vous faites telle dilution avec tel produit, que vous le passez combien X fois par jour, que vous faites, voilà. En gros, ça renvoie vers tout le détail. Votre évaluation, elle est vraie, elle reste vraie, c'est-à-dire que normalement, l'objet de ce que vous avez fait avec les moyens de mesure de prévention que vous avez mis en place permet de maîtriser le risque. Donc le risque n'est pas nul, il existe encore, il est possible. Néanmoins, il est maîtrisé. C'est ce qu'on attend c'est ce qu'attend la réglementation de vous, que ce soit pour le Covid comme pour tous les autres types de risques. Donc, vous mettez les grandes lignes et vous renvoyez vers votre protocole et c'est lui que vous faites vivre. Et n'oubliez pas que vous avez du public, c'est un métier un peu particulier, donc vraiment de public. Donc, le protocole éventuellement est adapté aussi pour le public avec un protocole spécifique soit pour eux, soit des grandes règles s'ils n'ont pas besoin de le connaître plus que ça. Et là, clairement, basez-vous dans les grandes lignes sur le protocole de déconfinement commun à toutes les professions, à la profession HCR, donc c'est le code de bonne conduite sanitaire qui a été rédigé le 31 mai 2020, qui est aujourd'hui la référence, à mon sens un peu lourd sur certains points, mais voilà. Et surtout, ne faites pas de sursécurité, ça ne marche pas, et les gens après abandonnent tout au fur et à mesure. Alors, il y a eu plusieurs questions, alors excusez-moi, Est-ce que déjà j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. De rien. Qui peut être amené à contrôler les protocoles? Dans le principe, en fait, le protocole en lui-même, c'est qu'un texte. Donc, le protocole, il peut être vérifié si enquête ou contrôle par les inspections du travail ou éventuellement par le juge si ça allait plus loin. Donc, ça, c'était pour monsieur ou madame Patoiseau. Monsieur Patoiseau, pardon. Voilà. Peut-on garder une trace écrite de la lecture des préconisations pour l'accueil du public, RGPD? Alors, peut-on garder une trace écrite de lecture? Oui, on peut. En effet, même la plupart des clients que j'ai ou même non clients font signer un document pour montrer qu'ils l'ont fait. On a aussi pour le public normalement préconisé, mais ça quasiment personne ne le fait. Ça me semble quasi impossible. C'était au départ de noter le nom et les adresses, etc. des clients qui venaient pour être sûr que s'il y avait des symptômes, on puisse les recontacter. Voilà. Après, il faut être en conformité avec la RGPD, en effet, et la façon de gérer les données que vous avez. C'est exactement les mêmes règles que pour les autres outils de la RGPD. Par contre, je ne sais pas s'il y a une suite à la question, parce que je ne vois pas la fin. Affiché. Pardon. C'est idem pour les salariés. Réponse sous forme de idem pour ça. Réponse sous forme de... Je suis pas sûr de bien comprendre la question en fait. Idem pour les salariés. Oui, du coup, clairement, oui, c'est exactement comme les infos liées à la CNIL. Hein. Dès l'instant où vous commencez à conserver des données avec des noms, des prénoms, des adresses, etc., on rentre bien dans les mêmes cadres de la RGPD et de la CNIL avec conservation des données et la possibilité de sécuriser ces données et de définir les règles de conservation de ces données. Ça me renvoie vers un point important du protocole et de la réglementation dont je n'ai pas parlé, c'est la prise de température, les campagnes de tests, etc. Donc, premièrement, les campagnes de tests sont interdites pour les entreprises privées. Je parle du sens général, après il peut y avoir des exceptions, mais avec des cadres très contraignants. Et la prise de température, clairement, est déconseillée. Je l'ai vu à pas mal d'endroits. Ne prenez pas la température des salariés, sauf avec un cadre très strict, avec information de l'inspection du travail, etc. Il y a tout un tas de choses à respecter, très lourdes. Clairement, la prise de température n'est pas un paramètre fiable d'un point de vue médical, scientifique, et en plus génère une discrimination par rapport aux et voire même
des mises en situation très délicates des personnes. Donc, pas de prise de température et pas de campagne de test. Vous avez la médecine du travail dont c'est le rôle et voilà. Alors, excusez-moi, je lis. Précision, j'ai mis en place. Oui, c'est à mon sens la meilleure chose à faire. C'est la seule preuve quasiment que vous pouvez avoir, c'est de faire valider à un moment donné par le salarié qui l'a lu et l'accepte. Alors, bien sûr, s'il ne l'accepte pas, il faut voir le contenu, hein, parce que peut-être que le protocole en lui-même n'est pas bon. Mais je pense qu'il l'est, mais voilà, il l'accepte parce qu'il n'a pas le choix, ou pas. Mais oui, l'idée, c'est de garder une trace. Après, attention aussi, hein, quand il y a enquête, à ce que ce soit plus que du document qu'on fait signer, alors que la personne, on ne lui laisse même pas 30 secondes pour le lire, et c'est juste pour dire, nous, on a une trace. L'idée, c'est vraiment de communiquer, de rappeler les règles. Voilà, j'ai des clients, moi, qui, tous les lundis matins, remettent tout le monde dans la cour pendant 5 minutes, et puis rappellent les principes, et puis ils passent à autre chose. Voilà. Et quand, par contre, le référent, et c'est son rôle du référent, c'est de s'assurer que ces règles sont respectées. Parce que le fait de les signer, on signe tout un tas de documents, hein, de procédures, de protocoles, de règlements, etc. Donc l'idée, c'est surtout qu'ils soient respectés derrière. Hein. Les procédures sont faites souvent pour être contournées. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'elles ne soient pas trop lourdes et qu'elles soient adaptées à la réalité du risque qu'il y a. A priori, j'ai pas d'autres questions. Après, moi, je reste disponible hein, pour ceux qui le souhaitent. Hein, il y a mes coordonnées à la fin, ne serait-ce que pour échanger ou pour répondre à des questions, si je peux. Et puis, si mes réponses n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas. Voilà, j'essaierai d'améliorer ou de trouver d'autres informations complémentaires. Ok. Pas d'autres questions? C'est bon pour vous tous? C'est bon? Bon, personne ne se manifeste. Si... C'est bon, ouais, 3, 2, 1, top. Une cinquantaine de minutes, très bien. C'est bon pour tout le monde? S'il n'y a pas d'autres questions, du coup... non, super, merci à vous. Merci pour votre présence et le temps accordé. Donc, je vous envoie effectivement la présentation. Voilà. Merci en effet à la CCI Touraine d'organiser ça. Merci Boris d'avoir pris le temps aussi. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. J'espère qu'on a pu vous apporter des réponses sur les différents sujets, vous aider. N'hésitez pas à contacter Boris, il peut vous donner des infos aussi complémentaires dans la limite de ce qui est possible, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Tant que c'est répondre à des questions, échanger tout, avec plaisir. Après, bien sûr, si c'est des missions, on n'est plus dans le même cadre. Oui, c'est aussi ton travail de missions, voilà. Normal. Mais sinon, avec plaisir. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, je vous envoie aussi la présentation d'un questionnaire satisfaction. Oui. Donc, merci de prendre quelques minutes pour nous donner votre avis. On s'améliore toujours. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bon courage et bonne. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.